Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timiya, professeur des universités. Il y a des interviews qui vous laissent rarement indifférents. Et la dernière interview qui a attiré mon attention est celle d'Alain Foka avec le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, par rapport au retrait que les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina, par rapport à leur retrait ou alors absolu et immédiat de la CEDEAO. Alors, c'était une interview un peu étrange par rapport à l'immense personnalité d'Alain Foka que je connais. Alors, je souhaite l'interpeller sur véritablement cette interview parce que l'Afrique est en train de regarder ces trois chefs d'État. Ces trois chefs d'État ont la particularité, surtout le président Traoré, le président du Mali, le président du Niger, ont la particularité d'incarner un certain réveil, du moins du panafricanisme originel de l'Afrique, le panafricanisme, j'ose dire, peut-être de Julius Nyerere, de Kwame Nkrumah. Donc, la jeunesse africaine regarde énormément ce genre d'interviews. Et les vues sur YouTube montrent véritablement combien de personnes, on a plus de 3 millions de personnes qui ont regardé cette interview. Mais cette interview me laisse à ma faim. Et cette interview me fait dire à Alain Foka que il faut aller prudemment sur un certain nombre de choses. Je pense, et je le dis véritablement avec les réserves, étant un fan d'Alain Foka, véritablement, et étant quelqu'un qui le suit de façon presque quotidienne, ses écrits, ses podcasts, ses interviews, que ce soit à la télé, que ce soit à RFI, ont toujours été très inspirants, véritablement. Donc, moi, à le lui dire là maintenant, c'est un peu, ça m'embête, mais je vais le lui dire, parce que c'est une interview dangereuse. Alain Foka, tu nous as servi avec le président Ibrahim une interview très dangereuse, parce que c'est une interview de complaisance. C'est une interview où j'ai senti que c'est ton ami. En même temps, c'est ton ami. En même temps, tu le caresses dans le sens du poil. Mais tu oublies la loupe de responsabilité qui est sur le président Ibrahim Traoré. Et tu oublies la lourde responsabilité qui est sur toi-même en tant que éclaireur et en tant que conscience de l'Afrique du renouveau. Tu oublies ces choses. Nous n'avons rien appris de cette interview complètement. Il était question pour nous de comprendre pourquoi est-ce que l'AES quitte la CEDEAO. Parce que pour ma part, c'est un avis personnel, pour ma part, c'est une grave erreur de quitter la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a été, du moins, le commencement de la CEDEAO, c'est les communautés régionales, les communautés économiques régionales africaines ont été créées avec beaucoup de douleur. Et avec beaucoup de pourparlers, avec beaucoup dans le sens où l'Afrique doit d'abord économiquement s'intégrer. Et je pense que l'une des régions les plus intégrées en Afrique, c'est la CEDEAO. Quand tu vas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous allez rencontrer toutes sortes de connectivités. Et ces connectivités sont d'abord territoriales parce que pour partir, par exemple, du Burkina pour la Côte d'Ivoire, on y va en route et les routes sont bonnes. Si tu veux partir du Bénin pour le Togo, tout est là. Donc vraiment, la CEDEAO est un pays, la CEDEAO est une région complètement intégrée. Alors, nous n'avons pas compris. Les guerres politiques sont normales. C'est normal que les trois pays qui ont fait les coups d'État récemment en Afrique, soient en colère contre la CEDEAO. Mais je pense que c'est à ce niveau que la diplomatie aurait dû agir véritablement. Donc, dans cette interview, on voulait comprendre pourquoi est-ce que ces trois pays quittent la CEDEAO, si ce n'est que pour des raisons égoïstes et de protection de pouvoir. Je ressors de cette interview en confortant mon idée que, avec le respect et puis l'admiration que j'ai pour
le président Ibrahim Traoré, je me conforte dans le fait que les raisons qui ont guidé du moins le retrait de la CEDEAO sont plutôt personnelles et égoïstes. Parce que je vais vous prendre la géopolitique. C'est parce que dans tous les cas, dans cette interview, nous n'avons rien eu, aucune explication. Donc permettez-moi au moins en tant que analyste de la chose publique africaine de donner mon avis. Si nous prenons la géocarte de l'Afrique, ces 3 pays sont des pays qui sont en anglais des locklands, ils sont enclavés, véritablement. C'est-à-dire, quand on dit enclavé, ce n'est pas par rapport de façon économique, mais de façon non pas accès à la mer. Le Burkina n'a pas accès à la mer directement, le Mali n'a pas accès à la mer directement, le Niger n'a pas accès à la mer directement. Quand vous regardez, je vous interpelle, regardez la carte de l'Afrique. Regardez comment est-ce que le Niger va avoir accès à la mer. Comment est-ce que le Burkina va avoir accès à la mer. Comment est-ce que le Mali va avoir accès à la mer. Pour avoir accès à la mer, il leur faudra des traités bilatéraux pour qu'ils passent par la mer. Alors, donc, ma question est celle de savoir, ok, on sort de la CEDEAO et on développe quoi? Les traités bilatéraux. Ça, en fait, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais c'est déjà plus difficile de dire que nous sortons de la CEDEAO et les dirigeants de la CEDEAO, prenons le cas du Bénin, prenons le cas du Nigeria. Maintenant, vous avez besoin de notre territoire pour accéder à la mer. Comment est-ce que cela va être possible? Au niveau du plan géopolitique, ce sera très compliqué. Ça, c'est sûr. Ils se sont compliqués, pour ma part, véritablement la tâche. Et c'était inutile. Parce que le fait que la CEDEAO les ait menacés, c'est du moins un pays. Ils n'ont même pas menacé tous les pays. Ils ont juste menacé je pense, le Niger, qui était le dernier à faire le coup d'État. Ils ont menacé le Niger du coup de renversement du régime militaire. Il n'était pas nécessaire, pour ma part, que ces 3 pays partent de la CEDEAO. Parce que toutes les populations, qu'elles soient celles du Niger, qu'elles soient celles du Mali, qu'elles soient du Burkina, sont intégrées et ont besoin de tous les pays environnants. Et ont surtout besoin du mastodonte, du moins de l'accès à la mer. Parce que tous leurs produits passent par la mer. Donc, voilà d'abord le premier point où je ne comprends pas pourquoi ils partent. Le second point est sur le plan sécuritaire. Et Alain, tu as fait bien de poser la question de savoir quels sont les gains depuis que Ibrahim, personnellement, depuis qu'il est là. Parce qu'on ne parlait pas des autres, parce que c'est sûr que tu vas aller interviewer les autres chefs d'État. Il ne nous a pas véritablement répondu. Il n'a pas répondu aussi sur le plan sécuritaire. Et c'est normal, il dit, ok, laissez les villageois faire les vidéos. Mais écoute, président, tu dois être capable de faire ton bilan. Il ne s'agit pas d'une propagande. Il s'agit de dire que quand je suis arrivé au pouvoir, voilà les territoires qui étaient sous les rebelles et voilà les territoires que j'ai conquis. Ça, c'est aussi simple que ça. Et cette réponse, nous ne l'avons pas eue. Et là où la géopolitique et la géostratégie vont agir, c'est que, étant dans un environnement de guerre, comment est-ce que, quand vous partez de la CEDEAO, comment est-ce que sur le plan militaire, l'intelligence militaire va être partagée? C'est ce que moi je veux savoir. Si on prend par exemple le Niger, le Niger qui est un très vaste territoire, le Niger a besoin de partager l'intelligence militaire avec le Nigeria. Le Mali a besoin de partager l'intelligence militaire même avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, qui est son partenaire. Mais le Mali a besoin de cela. Le Burkina qui est encore tout, parce que c'est le Burkina qui est le plus petit de tous ces trois pays, a besoin de partager son intelligence militaire avec la Côte d'Ivoire, avec le Bénin. Véritablement avec le Bénin. Et son accès à la mer, le plus ou moins direct pour le Burkina, on va passer par la Côte d'Ivoire et on va passer par le Bénin. Donc il était question pour moi de comprendre comment est-ce que le président Traoré va surmonter ces obstacles, Alain. Mais tu lui as pas posé. Tu as posé ces questions de façon en le caressant dans le sens du poil. Mais tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas parce que je suis sûr que dans 2 ans, ce sera compliqué.
Dans 2 ans, toi qui es un journaliste de la vanguard, dans 2 ans, il va falloir revenir pour faire le véritable bilan. Aujourd'hui, il était question pour toi, pour ma part, dans tous les cas, d'éveiller sa conscience que c'est très grave l'acte qui a été posé. Et je vais dire, de façon bumper stick, c'est-à-dire que je lance je vais dire, l'erreur est grossière. Parce que, si vous me permettez, avec le respect que j'ai beaucoup par rapport aux prises de pouvoir militaires en Afrique, et je suis un fan de tous ces présidents qui se sont élevés, ces militaires qui sont élevés, mais je demeure convaincu que le pouvoir militaire n'a jamais rien développé partout dans le monde. Aucun pouvoir militaire n'a jamais rien développé. Je vais vous dire, la Russie, qui est le partenaire de tous ces pays-là, n'est pas un régime militaire. Poutine n'a jamais été un militaire, jamais au grand jamais. Et je vous rappelle d'ailleurs que quand un militaire, plus ou moins un chef militaire, a voulu faire le malin, on sait où Wagner, le grand chef de Wagner, on sait où il est actuellement. Quand il a voulu faire le malin en Russie, la Russie n'est pas un régime militaire. La Russie est une démocratie totalitaire. C'est différent. La Chine non plus n'est pas un régime militaire. La Chine n'a jamais été un régime militaire d'ailleurs. Du moins, la Chine communiste n'a jamais été militaire. Avec un rythme très très calculé des élections présidentielles. Et pour parler des élections présidentielles, tu as posé la question au président Ibrahim. Il n'a pas répondu. Il est revenu il est devenu très vague en parlant de. Je continue. La Corée dont il parle, oui, même si je ne sais pas de quelle Corée il parlait, il a parlé de la Corée, mais je ne sais pas si c'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Je suppose que c'est la Corée du Nord. Mais même la Corée du Nord n'est pas un régime militaire. Il a parlé encore d'un autre pays, je ne sais plus, l'Iran. Même l'Iran n'est pas un régime militaire. Donc il faut aller vraiment très prudemment dans ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans l'élan de patriotisme, parce que le patriotisme ne développe pas. Il est un point de départ sur le développement. Et le patriotisme qui est développé sur le rejet de l'autre est encore plus mauvais. Je ne sais pas si le rejet des puissances occidentales, de façon totale, est une politique de développement. Je n'en sais rien. Mais j'interpelle sur cette donnée-là. Est-ce que le rejet total de l'Occident, en tant que, je ne sais pas quoi, qu'on reproche à l'Occident, d'ailleurs, moi aussi je reproche autant de choses à l'Occident, est-ce que ce rejet est une politique de développement? Je pense qu'il faut aller au-delà du rejet ou alors de la dénonciation. Et cette interview allait j'étais très triste. J'étais triste à la place du président Ibrahim Traoré, parce que je me suis rendu compte que la décision certes, ils ont attendu un peu longtemps avant de sortir de la CEDEAO, mais je pense que c'est une décision égoïste qui n'a pas pensé aux populations justement de l'AES, des populations du Sahel, des États du Sahel. Ces 3 présidents n'ont pas pensé à ces populations. Parce que quand je vois l'intégration régionale qui est en Afrique de l'Ouest et que ces 3 pays, qui sont des pays renfermés, qui n'ont pas d'accès sur la mer, sortis tout simplement parce que on a menacé, du moins, de renverser ou alors de revenir à l'ordre constitutionnel, plus ou moins. Je pense que pour ma part, je ne comprends pas. Je ne comprends pas véritablement. Je pense que la diplomatie aurait pu régler le problème. Déjà, la CEDEAO ne peut jamais attaquer un pays. C'était des menaces. On le sait maintenant. Ils n'ont ni les moyens, ni la volonté même de le faire. On menaçait véritablement. Donc, et on est passé du stade des menaces on a eu des sanctions. Mais la Russie vit sous les sanctions. La Russie vit sous les sanctions. La Chine vit sous les sanctions. Il n'y a pas un pays qui a sanctionné la Chine comme les États-Unis. Mais le plus grand partenaire, que ce soit politique, que ce soit économique de la Chine, ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont le plus grand partenaire de la Chine. Mais il n'y a jamais eu de pays qui a sanctionné la Chine comme les États-Unis.
Donc, les Chinois comprennent où se trouvent leurs intérêts et pensent que, quel que soit, on est toujours mieux avec les États-Unis, même s'ils nous sanctionnent. Économiquement au moins, on est beaucoup mieux en partenariat avec les États-Unis. Donc je dis que cette décision qui, pour ma part, parce que moi j'attends que les trois militaires nous donnent des explications convaincantes pourquoi est-ce qu'ils partent de la CEDEAO. J'ai suivi ça et là, les regains de dire que du moins la CEDEAO est à la solde de la France. Je dis il faut dépasser cela. Parce que je vais vous dire, et je vais même aller au-delà et vous dire comment est-ce que les communautés économiques régionales se sont créées. Elles se sont créées à la sueur de nos forefathers. Donc il faut faire attention en minimisant le travail des autres, en minimisant le travail que nos pères ont élaboré. Nos pères ont travaillé énormément pour construire cette communauté économique régionale. Parce que ils se disaient quoi? Ils se disaient que en commençant par les communautés économiques régionales, on va aboutir à l'unité africaine. Les communautés économiques régionales sont seulement une passerelle pour l'unité et l'union africaine. Je comprends qu'on peut avoir des dissensions. Je comprends qu'on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais la diplomatie, c'est à ce niveau que la diplomatie doit jouer. Ce n'est pas toujours la guerre. La guerre les communautés régionales, elles partent de loin. Elle part de 1980. Après, il y a eu le traité d'Abuja, avec le traité d'Abuja. Et après, il y a eu en 2000, du moins, le sommet de Lomé qui a installé l'acte constitutif d'un certain nombre de communautés économiques régionales. Donc, je dis, Alain, toi qui es le plus grand connaisseur de l'Afrique, parce qu'avec tout ce que tu as fait, les interviews, il n'y a personne qui peut connaître l'Afrique de façon géopolitique mieux que toi. Ayant caressé le président Ibrahim au sens du poil, comme tu l'as fait, ça ne l'aide pas. On n'a eu aucune réponse. Ni au niveau de la sortie de ces pays de la CEDEAO, ni au niveau sécuritaire, ni au niveau de comment est-ce que ces pays vont, du moins, il va sortir son pays du sous-développement. Et encore, the last not the least, quand tu lui as posé la question de savoir comment est-ce que il voit l'avenir, ou alors est-ce que les élections sont programmées, il n'a pas répondu. Tu aurais dû le presser sur ces questions. Et la faiblesse de cette interview est que tu n'avais aucune donnée. Tu ne lui as opposé aucune donnée. C'était une interview de copain. C'était pas une interview de journaliste. Je comprends que, ayant ton niveau là, ce sont tes amis déjà. Hein? Mais n'oublie pas que nous, on te regarde. Nous, on fait des recherches par rapport à ce genre d'interview que je peux avoir accès à un certain nombre de données. Moi, je n'ai rien eu de cette interview. Hein? Tu lui as opposé aucune donnée. Qu'elle soit géostratégique, qu'elle soit géopolitique, qu'elle soit même sur le point de la population. Parce que tu as dit que c'est des grands pays, des grands territoires, des vastes. Il n'y a eu aucune donnée scientifique que tu lui as opposée. Aucune, véritablement. Donc, je pense que à la fin des fins, c'est une interview. Quand je dis elle est dangereuse, c'est parce qu'elle nous a pas renseigné et surtout, elle ne nous a pas dit l'objet, ou alors elle ne nous a pas éclairé sur l'objet de l'interview. Je pense que l'objet de l'interview était, oui, de parler de cette géopolitique dans les États du Sahel, mais c'était aussi de nous dire surtout pourquoi est-ce que ces trois pays ont quitté la CEDEAO au détriment, je dis bien au détriment de leur population. Parce que quels que soient les cas, le militaire qui prend le pouvoir, ne prend le pouvoir que parce qu'il a les armes. C'est parce que il y a un ras-le-bol dans la population, c'est vrai, mais c'est parce qu'il a l'avantage d'avoir les armes. Et quand on a fait des constitutions en disant que le militaire ne peut pas être au pouvoir, c'est parce qu'il avait l'avantage des armes. Il ne faut jamais oublier cela. Parce que le militaire a l'avantage des armes, il ne peut pas en même temps avoir l'avantage des armes et prendre le pouvoir. Parce que sinon,
c'est un pouvoir dictatorial. Et je vous défie, regardez tout militaire c'est pas que je suis contre du moins ces prises de pouvoir. Non, du tout, du tout. Je dis que ces prises de pouvoir doivent être transitionnelles. C'est la transition. Elles doivent toujours, on doit se rappeler et on doit rappeler aux trois militaires que vous êtes là pour la transition démocratique, à moins de changer la constitution. Peut-être qu'il faut changer la constitution maintenant dans ces pays et dire que le militaire peut prendre le pouvoir directement. Mais tant qu'on reste dans le flou, il faudrait que pour le moment, sachant que nous avons fonctionné, nous fonctionnons ou alors nous avons l'ambition de fonctionner dans un pouvoir civil, il est important de toujours rappeler que quel que soit le coup d'État, ce n'est qu'un pis-aller. Ce n'est que la dernière mesure. Et le coup d'État, la transition, le pouvoir que détient le militaire doit toujours être le plus court possible. Et moi maintenant, mon conseil que je peux donner aux trois militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, au Burkina et puis au Mali, c'est de dire que devenez des civils. Devenez des civils. Devenez des civils et organisez des élections présidentielles. Je comprends que déjà avoir cette ambition et avoir ce courage de prendre le pouvoir, ça veut dire que vous avez un projet. Et vous pensez sérieusement que ce projet ne peut pas être accompli en 1 an ou en 2 ans. Alors devenez des civils. Mais ce qui est l'avantage en devenant un civil, c'est qu'on a eu des militaires qui sont convertis et reconvertis en civils et ont pris le pouvoir. L'avantage, c'est que vous permettez à la pluralité, vous permettez aux autres civils ou aux autres personnes de candidater pour cela. Parce que vous n'êtes pas le seul à avoir le projet pour l'Afrique. Hein? Vous n'êtes pas le seul à avoir le projet pour votre pays. Donc je pense que Alain Foucault, on te regarde énormément. C'était une interview de complaisance. Mais je comprends aussi ta démarche. Ta démarche est d'accompagner une nouvelle vision de l'Afrique. Je suis d'accord avec toi. Mais accompagner une nouvelle vision de l'Afrique ne veut pas dire complaisance. Pas du tout. Les questions que tu dois leur poser, pose-leur. Oppose-leur les faits. Oppose-leur les statistiques. Et oppose-leur la misère de leur peuple. Parce que n'oublie pas que, depuis là, la misère du peuple n'a pas changé. Hein. La misère est là. Elle reste là. Vous me direz que en 1 an ou en 2 ans, on ne change pas la misère du peuple. Mais je dis donc, rappelle que l'objectif, c'est quoi? C'est le développement de l'Afrique. Je vous remercie.